Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 29 avril 2022, au sommaire ce soir. Une belle rencontre pour démarrer ce journal. Lucas Ruche a eu la chance de passer 2 jours en compagnie de Pierre Descottes, accompagnateur en moyenne montagne, mais surtout grand passionné de photographie animalière. Le parc national de la Vanoise est son terrain de jeu pour capter au mieux la faune dans l'objectif. Et puis notre découverte du côté du lac d'Annecy, le championnat de France de voile radiocommandé a lieu en ce moment même. Et ne vous méprenez pas, il s'agit là d'un véritable sport reconnu par la Fédération française de voile. Focus sur ses skippers connectés avec Emmanuel Jaude. Prenons un peu de hauteur pour débuter ce journal. Direction le parc national de la Vanoise pour aller à la rencontre de Pierre Descottes. Ce Savoyard installé à Pralognan, la Vanoise, est passionné de photographie animalière. Il est accompagnateur en moyenne montagne. Il peut passer des heures en embuscade à la recherche des chamois, de marmottes ou même d'aigles pour avoir le cliché parfait. Lucas Ruche l'a accompagné à plus de 2000 mètres d'altitude pour le suivre et ainsi découvrir cette activité pas comme les autres. Reportage. Alors que les premières lueurs du jour commencent à peine à colorer les sommets alpins, Pierrot est lui déjà sur le qui-vive. Cet amoureux de la nature installe dès le petit matin sa cachette perchée à plus de 2000 mètres d'altitude. Le chasseur est en place, on peut dire. Oui, à peu près, oui. À peu près. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les deux qu'on a vus tout à l'heure, là, eh bien, ils viennent nous rendre visite au même endroit qu'hier soir. Maintenant, il faut croiser les doigts parce que je ne les vois pas. Et bien, ça va être patience et chance, comme d'habitude avec la photographie. Ce qu'il traque depuis près de 30 ans, c'est toute la faune du parc national de la Vanoise. Il y a pourtant un animal sauvage qu'il apprécie plus que les autres, c'est le chamois. Ce mammifère typique des Alpes est discret et très craintif. C'est la raison pour laquelle Pierre apprécie le photographier. Outre son activité photographique, Pierrot est aussi accompagnateur en moyenne montagne. Il connaît sur le bout des doigts toutes les spécificités de la Vanoise. Il y a les premières marmottes qui commencent à sortir, mais on devrait bientôt entendre roucouler aussi les coqs de bruyère. Là, c'est pile leur altitude. Indice après indice, il reste cependant une espèce qu'il continue à traquer dans tout le massif. Ça fait quand même plusieurs fois que je vois dans l'hiver des traces qui sont suspectes. Et puis il y avait un chevreuil dévoré dans l'hiver, là, à même pas 100 mètres. On a quand même sérieux doute qu'il y a une bestiole qui se soit établie dans le secteur. Peut-être bien un petit loup que je rêve de voir, de rencontrer, au moins de le croiser des yeux, du regard. Et si je peux le photographier, je serai le plus heureux des hommes. Ouvrier dans une autre vie, Pierre se passionne désormais pleinement pour la montagne, dont la flore et la faune qui la composent. La photo n'étant finalement qu'un prétexte pour lui, l'observation devient alors contemplation. C'est ce qu'on vit avant la photo, c'est toute la technique d'approche, la chance qu'il a fallu. C'est ça qui est riche, qui est fort en émotion. Et puis des fois, quand tu as le souci de faire ta belle photo, et c'est vraiment pas souvent. Et là, mais c'est tout ce qu'on vit avant, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a attendu. C'est cette chance que l'animal ait bien voulu nous accorder un petit peu sa patience aussi, sa confiance. Il n'y a pas que la photo, quoi. C'est tout ce qu'on vit qui est souvent très fort. Tu as des fois des animaux, ils te passent à quelques mètres, ils t'ont pas vu. Et là, tu as le cœur, il est à 200, le cardio, il est à 200. Quoi. L'humilité qui caractérise le travail photographique de Pierre Descottes peut alors se résumer en un proverbe connu de tous. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et puis toujours du côté du parc de la Vanoise, les activités de guide de haute montagne se sont également diversifiées depuis la pandémie. La reconnexion avec la nature semble aujourd'hui être une priorité et les sorties proposées prennent encore plus de sens. Lucas Ruche a fait le point avec Quentin Montbard, le directeur hivernal du bureau des guides de Pralognan-la-Vanoise. On l'écoute. Il y a 2 hivers, on ne pouvait pas bosser plus que ce qu'on a fait. On avait une demande qui a forcément explosé parce qu'il y avait finalement pas que ça à faire, mais vu qu'il n'y avait pas les remontées mécaniques, tout le monde s'est tourné vers le ski de randonnée. Alors il y en a beaucoup qui ont accroché et qui sont revenus cette année. Il y en a beaucoup aussi qui se sont rendus compte que c'était pas facile, le ski de rando, et que c'était des fois plus facile de prendre un siège. Et que cette année, on les a pas tous revus cette année. Mais on en a revu quand même une bonne partie, ouais.
l'outdoor, elle a quand même le vent en poupe. Et puis les gens ils commencent à être un peu lassés, je pense, de tourner sur des télésièges. Ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de s'évader un petit peu. Peut-être justement après le Covid, après avoir été enfermé aussi, on a envie d'aller là-haut et du coup on bosse énormément, on a beaucoup de demandes. Je pense qu'on peut avoir un rôle plus de passeur et puis plus aussi de reconnexion, parce que je pense que des fois dans notre société on est un petit peu hors sol, on est un peu déconnecté de tout ce qui nous entoure. Et juste de venir se balader avec nous, de se reconnecter à soi-même aussi, à son corps, à l'effort, à ce qui nous entoure, à la nature, je pense que ça peut être sympa. Et puis voir l'évolution aussi. Focus à présent sur la start-up annécienne Harpy. Cette société créée il y a 2 ans développe actuellement un prototype de robot permettant de réaliser la plupart des pâtisseries de manière autonome. Les fondateurs d'Harpy espèrent bientôt pouvoir commercialiser leurs produits, mais avant, ils ont sollicité leur e-communauté afin qu'elle participe activement à l'élaboration du produit final. Plus de précisions dans ce reportage de Paul Jeanbrun. C'est au son de ces machines ultra précises que sont fabriquées les dernières pièces de ce projet très ambitieux. Une coordination minutieuse entre différents corps de métier pour mettre au point le tout dernier prototype de cette machine, pour le moins révolutionnaire. Basée en plein cœur d'Annecy, la start-up Harpy, fondée il y a près de 2 ans par Louis, ce passionné de robotique, s'apprête à révolutionner le secteur de l'électroménager en concevant ce robot de cuisine d'un tout nouveau genre. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus de produits industriels sur le marché qui sont très riches en sucre, très riches en additifs. Et à partir de ce constat-là, on s'est dit pourquoi est-ce que les gens font de moins en moins finalement de pâtisserie chez eux. La question elle est simple, c'est le gain de temps. C'est long de faire la pâtisserie, c'est complexe. Et nous, on a essayé de créer un robot qui va nous permettre de gagner du temps et de maîtriser tous les facteurs critiques dans la réalisation d'un gâteau. Pour réaliser un tel projet, Louis a su se montrer à la hauteur de ses ambitions et a réuni une 15aine de collaborateurs pour concevoir ce robot baptisé e-Baker. Et la promesse pour les futurs clients est grande, être capable de réaliser une multitude de pâtisseries de manière entièrement autonome, en étant capable de peser, de distribuer et même de cuire sans aucune intervention humaine. Finalement, l'objectif du e-Baker, c'est que chacun arrive, choisisse son gâteau favori, dise qu'il le souhaite pour 4h30 pour l'heure du goûter, et qu'à 4h30, il arrive, il ouvre le four et que son gâteau soit prêt, tout chaud, prêt à être dégusté. Un projet simple sur le papier, mais qui résulte du fruit d'un travail d'équipe rigoureux pour relever un à un chaque défi technique. Pour chaque distribution d'ingrédients, on a une technologie qui est bien particulière. Par exemple, lorsqu'on va vouloir distribuer quelque chose qui va s'apparenter à du granulaire, en fait, comme de la farine ou du sucre, là, on va avoir des contraintes. Voilà, comment est-ce qu'on élimine les grumeaux, comment est-ce qu'on élimine des particules qui pourraient rester dans la farine et dans le sucre. Nous, on a pu développer, dans ce cas-là, un système de bol vibrant qui va venir tamiser la farine et qui va la rendre la plus fluide possible, pour à la fin arriver avec une pâte sans grumeaux, complètement homogène. Des problèmes techniques surmontés avec succès et une équipe soudée, autant d'atouts nécessaires pour la réussite d'une start-up. Nous, on s'est réunis autour de Harpy qui rassemble nos valeurs, ça va être l'innovation, la technologie, et on a choisi de développer un projet, donc le e-Baker, un robot de cuisine, afin de rassembler ces valeurs dans un robot innovant, un projet qui nous tient à cœur. Et la structure Harpy, elle, nous servira dans le futur à développer d'autres produits, aller chercher de nouveaux marchés et sert de fondation à notre aventure. Romain, Louis et son équipe ont tout misé sur une communication efficace et aujourd'hui, ils font le point sur le nouveau clip promotionnel qu'ils ont réalisé. Je préférerais qu'on adapte l'image au texte, histoire que surtout le texte est assez court, donc on aura forcément des images dynamiques. Ce clip servira de support pour leur campagne de communication, une campagne d'envergure internationale qui nécessite un storytelling personnalisé pour chaque pays. Il a été assez difficile finalement de concilier les différentes cultures auxquelles nous nous adressons, culture américaine, culture européenne. On n'a pas du tout les mêmes attentes que les Américains et donc ça devient assez subjectif puisqu'il faut que les Américains aient une vision du robot qui leur convienne afin d'avoir un rendu final qui soit totalement adapté et dont on pourra être fier. Et l'équipe compte proposer à sa communauté de participer activement à l'élaboration du dernier prototype avant sa sortie, en donnant à chacun l'opportunité d'amener de nouvelles idées concrètes pour répondre au mieux aux besoins des futurs utilisateurs. Une démarche innovante qui permettra peut-être à Harpy de trouver, avec un peu de chance, la recette du succès.
Les eaux du lac d'Annecy accueillent en ce moment plusieurs compétitions nautiques. Parmi elles, le championnat de France de voile radiocommandé. Bien plus qu'un simple loisir, il s'agit là d'un sport reconnu par la Fédération française de voile. Pour preuve, le rendez-vous au Savoyard fait office d'étape qualificative pour les championnats du monde de la discipline. Immersion dans cette grande famille de passionnés avec Emmanuel Jaude. 4, 3, 2, 1... Voile au taquet, vent arrière, c'est parti pour une régate pas comme les autres. Les classes 10 mesurent en effet entre 1,40 m et 1,70 m. Des embarcations à voile et radiocommandées. Pourtant, bien loin d'un simple passe-temps, la quinzaine de skippers présents n'est pas là pour rigoler. La voile radiocommandée, c'est un support en plus. Les gens ne le perçoivent pas tout le temps comme ça, en pensant que c'est un support petit bateau, petit jouet, mais en réalité c'est tout autre. Nous on vient là pour régater avant de faire du voilier radiocommandé. On vient là pour la régate et la tactique. Et la plupart des coureurs comme moi, on a fait de la compétition en voile grandeur. Une réelle compétition qui désignera d'ailleurs le nouveau champion de France de la discipline. Mais avant cela, il faudra d'abord triompher des eaux au Savoyard et de ces vents changeants qui demandent aux pilotes beaucoup d'humilité et de technique. Prendre un bon départ, pas faire d'erreurs tactiques ou stratégiques, avoir un bon bateau. Les classes 10 ont une particularité, c'est qu'il y a des choix architecturaux qui sont tels qu'on va typer un bateau, soit pour du gros temps, ou du médium ou du petit temps. Moi j'ai la chance d'avoir un bateau petit temps, donc je suis dans le haut du classement. Voilà. Fédérant une cinquantaine de skippers à travers la France, la voile radiocommandée est une grande famille. La plupart des pilotes se connaissent, s'apprécient et s'entraident, même si sur l'eau, c'est chacun pour soi. Qui plus est sur les épreuves alpines où les particularités sont nombreuses. En effet, la plupart du temps, les choix stratégiques débutent avant même la mise à l'eau. Je dirais qu'aujourd'hui, sur les lacs de montagne, il faut vraiment un bateau qui est léger, qui est très habile sur l'eau. C'est-à-dire que moindre souffle d'air, hop, il faut regarder comment tout fonctionne. Les roulements à billes doivent être bien graissés et puis surtout un bateau qui est très très maniable. C'est-à-dire que dès qu'on sent que ça part d'un côté ou de l'autre, tac, il faut vite se mettre dans la bonne direction, régler ses voiles. Après, c'est beaucoup de technique. Ça se joue sur le réglage de voile, le réglage du mât, beaucoup de navigation, beaucoup d'entraînement parce que si vous entraînez pas, ça marche pas. Et surtout, une connaissance de sa machine. Une compétition qui fait également office de présélection pour les championnats du monde de VRC classe 10 qui auront lieu l'année prochaine en Italie. Un rendez-vous sur lequel le clan français est plus qu'attendu, faisant partie des nations favoris au niveau mondial. On prend la direction de Tignes pour une idée sortie pour ce week-end. Je suis en liaison vidéo avec vous, Laurent Guignard. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes l'organisateur de la Black Shoes qui fête cette année, ce week-end, sa 30e édition. Alors Laurent Guignard, première question toute simple. La Black Shoes, qu'est-ce que c'est ? La Black Shoes, c'est depuis donc 30 ans. Exactement, c'est pas la 30e parce qu'avec le Covid, malheureusement, on en a sauté. C'est les 30 ans de la Black Shoes. Et depuis 30 ans, c'est un rassemblement de télémarqueurs. Et après avoir fait de la compétition avec beaucoup d'amis de l'époque, qui sont toujours là, nous avons décidé de perdurer et d'organiser sur 2 jours un rassemblement télémarque, mais ouvert aussi à tous pour faire de l'initiation, avec, si vous voulez, sur le samedi, une course classique pour adultes, et le dimanche, une course classique réduite pour enfants. Et donc, voilà, c'est en plus en fin de saison. Beaucoup de gens ont fini leur saison, c'est en même temps la fête de fin de saison pour tout le monde, quoi. Pourquoi le télémarque et pourquoi ce nom, Black Shoes ? Eh bien parce que déjà le télémarque, pour avoir fait plusieurs glisses avec mes amis à l'époque, et on s'est retrouvés il y a 30 ans, après toutes les glisses, à toucher au télémarque, et il s'est trouvé qu'on a été passionnés, et on a fait des adeptes, et au niveau sensation, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, il y avait un état d'esprit, on dit talon libre, esprit libre, et je trouve que ça allait vraiment très bien avec la vie qu'on a à la montagne. Et le nom Black Shoes vient du fait qu'à l'époque, nous, on skiait avec des tout petits skis puis des chaussures en cuir noir. Et quand on skiait bien avec ces chaussures d'il y a 30 ans, c'est qu'on n'était pas trop mauvais. Donc, du coup, on a dit ces chaussures noires, c'est quand même le symbole du télémarque. Et ça s'appelle la Black Shoes. Je crois savoir que le déguisement est de rigueur, hein, pour ces 2 jours-là. Puis depuis quelques années, comme c'est festif, on donne un thème au week-end. Et à chaque thème, les déguisements vont avec. Et on a vu des choses extraordinaires. Il y a un site qui s'appelle blackshoes.fr. Et vous pouvez aller faire un petit tour sur les différentes éditions. C'était pas mal.
Pour ce 30e anniversaire, vous avez choisi de faire la part belle au bio. Oui. Alors, on voulait déjà tous être très bio après ces 2 années de Covid, et dans le déguisement et dans la tête. Et puis le bio, comme c'est un peu le sujet tendance, c'est qu'au niveau des déguisements, ça inspire beaucoup de gens. Donc, il y avait le thème aussi des copains d'abord. Après le Covid, on avait dit on va faire les copains. Donc, c'était les copains d'abord. Et puis le bio, c'était assez représentatif de notre esprit de montagne à tous, et voilà. Dernière question, comment est-ce que s'annonce le week-end d'un point de vue météorologique et au niveau des conditions d'enneigement à Tignes? Enneigement parfait, surtout sur les versants nord, hein, qui sont très bien. Les versants sud, comme tout le monde, ont pas mal reçu. Mais sur le glacier et tous les versants nord, il y a beaucoup de ski à faire. La neige est très très belle, les machines d'aiment bien. Puis le hors-piste est un peu craignos, donc on va rester sur les pistes. Mais la météo apparemment est bonne, avec peut-être quelques nuages humides qui pourraient passer. Mais sur les 2 jours, je crois que c'est très bien parti. Merci beaucoup, Laurent Guignard. Amusez-vous bien. Eh bien, au plaisir de vous voir ici. Et puis, bon week-end à tous. Merci beaucoup. Je rappelle que la Black Shoes, c'est tout ce week-end du côté de Tignes. Vous Voilà, faites peut-être... Tout le monde peut s'inscrire. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Vous faites peut-être partie de ces particuliers qui vendront du muguet ce dimanche 1er mai pour la fête du travail. Sachez que la réglementation est assez claire à ce sujet. Ainsi, les particuliers ne doivent pas faire de concurrence déloyale aux fleuristes. Seules les fleurs non cultivées, les fleurs sans racines, les brins de muguet sans adjonction de feuillage et enfin les fleurs sans emballage sont donc autorisées à la vente. Par ailleurs, les stands ouverts doivent être distants de moins 40 mètres des enseignes de fleuristes. Une dernière information à vous donner avant de se quitter, le centre de vaccination piloté par la ville d'Annecy fermera ses portes ce samedi 30 avril. Transféré de Cap-Péria à Sénaux au parc des Glaisins le 16 mars dernier, le centre aura permis d'administrer 400 000 doses de vaccins sur une période longue de 15 mois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Juste après, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro de votre agenda Et si on sortait, présenté par Manon Boulben depuis la brasserie La Rochoise. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À partir de lundi, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal sur 8 Mont-Blanc.